Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à nos auditeurs de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales et du Gard. Bienvenue à tous et à tous les participants à ce café littéraire, un café organisé par Radio Aviva avec Occitanie Livre et Lecture. Il va être question d'imaginaire aujourd'hui et on va vous faire rêver, même si ce n'est pas exactement le terme. Alors, pour ce café, d'abord, merci au Gazette Café de nous accueillir. Et nous avons un plateau de choix avec Joël Vintreberg, Vintreberg, Non, pardon, ne germanisez pas mon nom, s'il vous plaît. Vintreberg, sinon on ne va pas être Vintreberg. Joël, vous êtes autrice, également administratrice à Occitanie Livre et Lecture. Vous allez un peu nous parler avec ces deux casquettes tout à l'heure. Et on a également Olivier Martinelli. Bonjour Olivier. Bonjour. Et vous êtes écrivain et on verra tout à l'heure le champ de votre écriture qui est très variée d'ailleurs pour un professeur de maths. On verra comment vous êtes passé des équations Ça y à est, maintenant, je l'écriture. ne suis plus crédible. Non, non, c'est Ouais. pas du tout, justement. Les ponts sont toujours riches à faire. Les petits pas de côté apportent beaucoup. Et puis, nous avons une libraire de la librairie Sorams, Marion Guéraud. Marion, bonjour. Bonjour. Et vous allez donner un peu la perception hein, des lecteurs plutôt. Donc, un café littéraire lié à l'imaginaire. D'abord, je voudrais que Joël Vintrebert, vous nous expliquiez ce qu'est Occitanie Livre et Lecture. Alors, c'est l'association des livres sur donc toute l'immense région d'Occitanie. Au départ, Languedoc-Roussillon Livre et Lecture couvrait la région Languedoc-Roussillon, donc elle avait été créée en 2007, début Oui. 2008. Et donc, d'autre part, en Midi-Pyrénées, on avait le Centre régional des lettres et le CRL Midi-Pyrénées. Et donc, au moment de la fusion des deux grandes régions, donc, c'est devenu Occitanie Livre et Lecture, ce qui n'est pas forcément facile à gérer, avec un centre à Montpellier Oui. et puis un autre centre À Toulouse, dans les deux à capitales. Toulouse. Voilà, exactement. Alors, l'objectif, c'est d'aider, de faire la promotion des auteurs et des éditeurs locaux. Alors, l'objectif, il est complètement transversal, c'est-à-dire qu'on a les auteurs, on a un chargé de mission auteur, un chargé de mission éditeur, un chargé de mission libraire, un chargé de mission bibliothèque, plus tout ce qu'il peut y avoir de connexe, et donc des deux côtés. Et là, donc, il est question de fusionner d'une façon beaucoup plus étroite. Encore plus, encore pas plus. de plus. Voilà. Alors, je suppose que les auteurs comme les libraires, comme les éditeurs apprécient cette visibilité quand même. Ah oui, je pense que l'association leur donne une vraie visibilité tout à fait importante. Bon, il y a quand même, on a contrôlé tout à l'heure, il y a 1225 auteurs inscrits à l'annuaire d'Occitanie Livre et Lecture, ce qui n'est pas rien, et 272 éditeurs, en ne parlant que des éditeurs de livres, parce qu'il y a également des éditeurs de revues, et je ne les compte pas dans les 272. Donc évidemment, les libraires, les bibliothécaires. Donc c'est important, effectivement. C'est très important. Est-ce que j'espère que Olivier Martinelli est membre? Là, ne me dites pas non. Non, j'ai souvent travaillé avec Occitanie. Comme auteur, qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, ça m'a apporté un peu plus de visibilité. J'ai même touché une bourse d'écriture il y a très longtemps. Et puis, j'ai collaboré avec eux dans des salons du livre, pour des projets. Par exemple, l'an dernier, j'ai fait un projet avec le FIRN qui était soutenu par Occitanie Livre et Lecture. Donc, oui, moi, je collabore depuis longtemps. Donc, c'est important qu'il y ait ce genre de structure, justement, pour vous dégager un peu des côtés communication, salon, etc. Finalement, vous avez quelqu'un qui vous permet, une structure qui vous permet d'être à plusieurs salons, même si je suppose que quelquefois, vous êtes seul aussi. Oui, mais là, par exemple, ma présence, je la dois à Emmanuel Varlet de Occitanie Livre et Lecture, qui m'a vu à la Comédie et qui m'a demandé de participer. De venir, très bien. Donc ça s'est fait en très peu de temps. Alors, les librairies indépendantes sont importantes. La Comédie du Livre est faite pour justement les aider, a été créée pour les aider, les promotionner. Marion Guénaud, comme librairie indépendante Sorams,
est une des grosses librairies de la ville. Vous êtes des structures comme Occitanie Livre et Lecture, c'est important? Alors, je vous avoue tout à fait honnêtement que c'est des choses qui sont gérées plus haut que moi. Moi, en étant bien sûr. libraire et employée, c'est quelque chose auquel j'ai pas accès et pour lequel j'ai pas énormément de connaissances. Mais il est évident que des structures comme ça sont importantes pour faire la promotion du livre, de la librairie, encourager les gens à aller en librairie plutôt que sur Internet. Et voilà, pour faire le lien aussi entre les libraires, les auteurs, les lecteurs, c'est quelque chose qui est très important. Donc c'est un pont important et on voit que à plusieurs, on est plus fort. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut ajouter, c'est que, par exemple, à la Comédie du Livre, tous les ans, il y a ce qu'on appelle le parcours BIB, qui est organisé par Occitanie Livre et Lecture pour permettre aux bibliothécaires de découvrir ou un pays, ou là, cette année, c'était l'imaginaire. Donc, il y a eu le parcours BIB sur l'imaginaire avec beaucoup d'inscrits. Il y avait plus de 50 bibliothécaires qui sont venus de toute la région Occitanie pour découvrir cette dimension d'un genre qui n'est pas toujours très bien connu. Joël Ventrebert, l'imaginaire, il y a eu cette année la 50e édition, le prix de l'imaginaire qui s'est tenu à Montpellier. On en est ravis. Ça a été du succès d'abord ? Ça a été vraiment un énorme succès. Oui. On a souhaité, on était pendant les 13 années précédentes, on était aux Étonnants Voyageurs à Saint-Malo, et pour le cinquantenaire, on avait souhaité déménager dans un festival généraliste qui se déciderait à faire vraiment un très gros focus sur l'imaginaire. Et donc, quand je l'ai proposé à Régis Penalva, donc on a été accueillis à bras ouverts parce que justement, il avait envie de développer l'imaginaire. C'était important. Et vraiment, pour la remise du prix, ce fameux prix du cinquantenaire, on avait l'auditorium du musée Fabre qui a quand même une jauge de 120 personnes. Il y a 60 personnes qui sont restées dehors. Donc c'est pour dire le succès incroyable. Pour une remise de prix, on ne s'attendait pas du tout à un tel succès. Donc vraiment, pari tenu, pari réussi. Alors, j'aimerais, Joël, que vous nous expliquiez un peu ce qu'on appelle la littérature de l'imaginaire, parce qu'on imagine chacun beaucoup de choses, mais c'est quelquefois pas très clair dans la tête de chacun. Alors, c'est un triptyque, mais... c'est beaucoup plus qu'un triptyque. On pourrait dire triptyque dans la mesure où on va prendre les 3 grandes dimensions, la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Oui. Mais il y a tellement de sous-genres à l'intérieur de ces genres que effectivement l'imaginaire est extrêmement vaste, et non seulement donc on a des sous-genres à l'intérieur des genres, mais il y a toute une quantité de livres connexes qui sont maintenant édités partout, y compris par les éditeurs de Blanche qui découvrent que l'imaginaire existe et qui disent il y a peut-être quelque chose à faire. Oui, bien sûr. C'est quelquefois aussi des sources de cinéma, de films, d'inspiration bien sûr. Au cinéma, bien entendu. Le cinéma est beaucoup plus connu finalement par le grand public que la littérature. Absolument. Alors, c'est quelquefois basé, la science-fiction, là, sur des progrès scientifiques, on extrapole. Quel est le levier ? Dans la science-fiction, en fait, c'est pareil, on a beaucoup de facettes. Donc, il y a ce qu'on appelle la fiction spéculative, donc qui est ressortie un peu à l'anticipation, c'est-à-dire des projections qui ne sont pas forcément extrêmement éloignées dans le futur, quoique en spéculative. On donne libre cours à son imagination. De toute façon, si vous ne donnez pas libre cours à votre imagination, vous n'allez pas écrire de la littérature de l'imaginaire. C'est sûr que ce n'est pas de l'autofiction. Voilà, on voyage dans le temps, dans l'espace. On rencontre un petit extraterrestre. Il y a une branche c'est un peu cliché ce que je vous dis là. Non, mais il y a une branche qu'on appelle le space opéra, donc l'opéra des étoiles, si vous pensez à Star Wars, vous aurez une assez bonne idée de ce que ça peut vouloir dire. Mais bon, il y a des planètes opéra, c'est-à-dire des livres qui ont été écrits. Je pense à une série qui s'appelle Illiconia, d'un auteur qui s'appelle Brian Aldiss, qui est un auteur anglais extraordinaire. Donc, il met en scène un monde tout à fait extrêmement différent du nôtre. Virtuel. Et
Non, il n'y a rien de virtuel sans monde. Imaginez. Donc avec une faune, une flore, une temporalité complètement différente de la nôtre, des hivers qui durent plusieurs centaines d'années, des étés qui durent plusieurs centaines d'années. On change d'axe de mesure, carrément. On change complètement d'axe. Du temps, de l'espace, de tout. On change complètement d'axe. Oui. Alors, science-fiction, on voit bien. Ok, on voit, d'après ce que vous nous dites, on peut imaginer. Tiens, ça... Alors, le fantastique, la définition du fantastique. Le fantastique, à la différence de la science-fiction et de tous ces sous-genres à l'intérieur de la science-fiction, parce qu'on n'en a effleuré que deux très rapidement. Il y en a beaucoup. Donc, bien sûr. Donc, le fantastique, on est ancré dans le monde que nous connaissons, le monde réel, et donc il va y avoir un événement qui va faire déraper. Voilà. Donc, notre grand prix du roman, notre prix de l'imaginaire cette année, c'est un roman de réalisme fantastique. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça se passe à Nice, et dans cet ancrage qui est complètement réaliste, que vous allez pouvoir retrouver sans souci. D'ailleurs, le fantastique, en général, défrise un petit peu moins les gens qui n'ont vraiment pas tendance et pas envie d'accéder à l'imaginaire, parce que justement, ils vont retrouver des choses qui leur sont beaucoup plus proches. Il y a des points de repère. Il y a des points de repère qui restent. Plus de points de repère. Et puis un peu d'étranges qui s'invitent. Ah, beaucoup d'étranges, oui, parce que sinon, ça ne serait pas du fantastique. Et alors la fantaisie, alors là, c'est encore autre chose. Alors la fantaisie, à la différence du fantastique, justement, donc là, on est dans un monde complètement imaginaire, même s'il y a beaucoup d'ancrage, souvent avec des univers un peu moyenâgeux, qui vont permettre aussi peut-être plus d'ancrage pour le lectorat qu'avec la science-fiction. Et puisque, éventuellement, on va se projeter complètement dans le passé et explorer... Autour des mythes et légendes, un univers, c'est beaucoup fondé sur les mythologies. Oui. Et alors, il y a des livres de fantasy qui ne se contentent pas de montrer des dragons, des sorcières. Voilà, Game of Thrones, ça parlera à tout le monde. Donc, c'est de la fantasy. Harry Potter, c'est plus du fantastique. Oui. Voilà. On est plus dans le réalisme magique que dans la fantasy. On voit quand même 3 axes. Je sais qu'il y a beaucoup de sous-catégories, bien sûr. Oui, tout à fait, puisque vous avez la science-fantasy, qui va justement se baser sur un substrat prétendu scientifique, mais où on va quand même avoir des sorcières, des dragons, et ça va être expliqué de façon pseudo-scientifique, de façon à ancrer le récit dans quelque chose qui permet la suspension d'incrédulité pour le lecteur et qui va le projeter dans l'univers qui est décrit. Oui. Alors, est-ce que les lecteurs, je vais me tourner vers justement Marion, est-ce que les lecteurs font ce genre de demande où vous avez l'impression qu'ils craignent de ne pas se laisser embarquer, je dirais, et suivre l'auteur et se laisser emporter? Vous êtes responsable de ce rayon-là et de la BD, hein, c'est ça, hein? Donc, si on reste sur la littérature imaginaire, est-ce que vous avez des demandes? Les gens viennent de façon ciblée ou c'est votre conseil qui va les orienter? Souvent, les gens viennent pour des demandes ciblées. Ils ont tendance aussi, il y a vraiment un lectorat différent entre la science-fiction et la fantasy. C'est vraiment les deux genres les plus clivés, on va dire, et les plus populaires quelque part, mais le lectorat est vraiment très différent. Et n'y recherchent pas forcément les mêmes choses non plus. Moi, ça fait 6 ans que je suis à Sorams et j'ai vu vraiment une évolution de ce qui est demandé, de ce qui plaît et des tendances, on va dire, qui se font avec le temps. Donc, vous êtes en train de nous dire que quand on commence, on ne s'arrête plus. C'est un peu le problème. C'est pas un problème du tout. C'est très bien pour les auteurs, hein, on est ravis. Pour nous, c'est très bien aussi. La difficulté quand on a des gens qui n'en lisent pas forcément et qu'on essaye de leur faire mettre un pied dedans, c'est qu'ils ont tendance à avoir peur. Parce qu'ils ont peur de ne pas comprendre. Science-fiction, ça fait peur parce qu'on a l'impression que c'est des concepts scientifiques qu'on ne va pas comprendre. Et la fantasy, ça fait peur parce que c'est des mondes trop complexes auxquels on ne peut pas s'identifier. Mais il suffit vraiment de mettre le pied dedans, de trouver le bon livre pour commencer. Et en général, une fois qu'on est tombé dedans, c'est un peu comme Obélix, on n'en sort plus.
Dédramatiser le fait qu'on va se laisser porter, c'est ça? On se laisse complètement porter par cet univers imaginaire qui nous déconnecte un petit peu de la réalité et qui fait rêver et voyager sans sortir de son canapé. Manon, quand quelqu'un est un peu apeuré comme ça, ne sait pas s'il va y aller, l'argument de choc, c'est quoi? De leur proposer juste quelque chose. En général, c'est une discussion de ce qu'ils aiment en littérature générale ou blanche, et on trouve des thématiques qui de toute façon existent dans toutes les littératures, oui. Et leur permet de faire le pont. Après, on a aussi des choses qui sont éditées en littérature blanche, et là ça leur fait moins peur. C'est édité par des éditeurs de blanche alors que c'est de la science-fiction, mais ils n'en ont pas conscience. Par exemple, on fait de la science-fiction sans le dire. Oui, par exemple le Goncourt il y a 2-3 ans, l'Anomalie. Oui, Hervé Le Tellier, oui. Voilà. Oui, c'est ça. C'est de la science-fiction, c'est de la dystopie, mais vendue en littérature blanche, et il a gagné le Goncourt, bien que l'éditeur et l'auteur refusent de dire que c'est de la science-fiction. Donc on ne le dit pas, on ne le clame pas sur les toits pour ne pas faire peur. Il y a encore quelque chose un petit peu, la science-fiction, c'est l'imaginaire en général, c'est un genre qui est un petit peu dévalorisé. Oui. C'est en train de changer. Mais voilà, on a tendance à penser que c'est un genre qui est réservé aux enfants, aux adolescents, que c'est pas sérieux, alors qu'on y trouve des thèmes très importants, politiques, très... Oui, on peut aborder tous les sujets. On peut aborder tous les sujets de réflexion, tous les sujets comme ça. Et du fait de leur montrer qu'en fait, si, il y a des gens qui... ça peut être tout aussi sérieux, tout aussi prenant. C'est pas que pour les enfants. Donc, qu'on se le dise, ça n'est pas réservé aux enfants, et loin de là. Est-ce qu'il y en a pour enfants? Oh, bien sûr. C'est une question bête, mais c'est mieux en le disant. Non, bien sûr. On a maintenant, dans les librairies, on a à côté de la littérature pour enfants, entre guillemets, classique, on a aussi des rayons de fantaisie pour adolescents, pour young adultes. C'est des choses qui se développent et qui deviennent de plus en plus populaires. Alors, je vais revenir sur les œuvres des auteurs qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Et je voudrais demander à Olivier Martinelli, là, quand on est très cartésien, on se laisse c'est compliqué de rentrer dans ce monde-là? Vous allez parler d'expérience, là. Mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé à écrire, j'étais plus influencé par la littérature américaine qui n'avait aucun rapport avec l'imaginaire. Et j'aurais jamais imaginé écrire un jour une saga de fantasy. Mais j'ai découvert je vous raconterai peut-être tout à l'heure comment. Ah oui, bien sûr, vous allez tout nous raconter. Hein. Mais j'ai découvert une liberté incroyable à se lancer à imaginer des univers. Et puis même au niveau il n'y a pas de limite finalement dans ce qu'on peut écrire. On peut imaginer tout ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. Oui, il y a quand même. Ça reste plausible. Voilà, il faut qu'il y ait une cohérence quand même. Ouais. Moi, c'est ce qui. Et puis ceux qui liront le livre, ils verront que j'ai horreur de la magie et des magiciens, parce qu'ils ont tous une fin terrible dans mon livre, ou ridicule. Mais ce qui compte le plus, moi je trouve, c'est l'écriture, quel que soit le véhicule. C'est vrai que Marion disait qu'il y a une forme de retenue pour les littératures de genre. Et puis moi j'ai découvert... Alors j'avais refusé j'en avais quasiment jamais lu avant de me lancer dans l'écriture. Et j'avais refusé d'en lire. Au départ, je me suis dit, bon, il faudrait que j'en lise un peu. Et après, je me suis dit, non, il vaut mieux rentrer dans ce style-là en étant vierge. Et puis maintenant, je me suis mis un petit peu à en lire. Et je découvre de vrais auteurs. C'est pas... avec un vrai style, avec une vraie écriture. Et c'est vrai que cette forme de mépris, moi je l'ai ressenti par exemple dans un salon du livre à Sète qui m'a invité depuis sa création en 2006. Et quand j'ai sorti ma saga de fantasy, ils ne m'ont pas invité pendant les 3 ans. Peur. Et là, ils reviennent parce que j'ai sorti des livres en littérature blanche et en littérature noire. Donc, on voit bien quand même que même chez les organisateurs de salons, etc., on se dit que c'est pour un public un peu spécial, quoi. C'est ça. Un peu perché. Je crois qu'il y a un mépris pour l'écriture. Ils pensent que forcément, ce ne sont pas de grands écrivains qui s'attaquent à ce... C'est ça. Alors, est-ce que je vais vous demander à tous d'ailleurs, est-ce qu'on reconnaît la patte d'un auteur, y compris dans l'imaginaire?
Est-ce qu'il y a un style qui Peut-être est que Joël, récurrent? Je qui en a peut-être suppose. lu plus Évidemment. que moi. suppose. Évidemment, évidemment, bien sûr. Oui, oui. Oui. Mais on peut être tout à fait cartésien et écrire de la science-fiction. Vous Oui, savez, je sais, si on n'est bien pas sûr. cartésien, on ne va On pas ne peut pas pouvoir en l'écrire. écrire. On Voilà. va écrire n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Exactement. Et là, il Donc, faut s'y retrouver, que ça reste cohérent. ce sont des récits qui sont fondés, qui doivent être fondés, sinon ça ne fonctionne pas. Et par ailleurs, moi, je suis d'accord avec Olivier. Donc, ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai commencé à en écrire, très jeune autrice encore, ce qui m'intéressait, c'était la liberté extraordinaire qu'on avait en explorant ce genre et ces genres à l'intérieur du genre. Donc cette liberté qu'on a avec le langage, qu'on a ailleurs nulle part, sauf peut-être en poésie et encore. Voilà, donc cette liberté non seulement de créer des mondes, c'est-à-dire avec une faune, une flore, enfin là, je pense que tu t'es bien amusé avec ça, mais une sociologie différente, des politiques différentes, mais en plus de jouer sur le langage. Donc ce jeu sur le langage, il est vraiment extraordinaire. Parce qu'on peut jouer avec des néologismes, on peut jouer avec des mots rares du dictionnaire dont vos lecteurs vont penser que vous les avez inventés. On peut vraiment inventer avec des racines latines, des racines grecques. Moi, j'ai beaucoup joué avec tout ça. Je me suis beaucoup servi des mythologies aussi. Oui, bien sûr, c'est une base énorme. Créer les noms de mes personnages. Voilà. Alors, plusieurs ouvrages, beaucoup de prix aussi, bien sûr, pour vous. Couvée de filles en 2023, 16 nouvelles. On est loin de l'imaginaire. Ah non, on n'est pas loin du tout. Il y a une seule nouvelle contemporaine dans le recueil, donc je ne pense pas qu'on est loin. Non, c'est un recueil de 2 nouvelles de science-fiction et de fantastique. Voilà, oui. À la différence du précédent recueil de nouvelles que j'avais publié il y a un certain nombre d'années maintenant, qui était ce qu'on appelle un best-of, c'est-à-dire une sélection de mes meilleures nouvelles de science-fiction. Donc là, vraiment, c'est un livre qui est beaucoup plus charnière par rapport à ce que j'ai écrit, puisque, outre la science-fiction, il y a des nouvelles, c'est à peu près moitié-moitié, des nouvelles fantastiques. Un peu un pont entre les deux. Donc, qui sont effectivement ancrés dans le monde que nous connaissons, avec ce dérapage créé par l'irruption Et donc, c'est pas schématique, on n'est pas d'un côté ou de l'autre, il y a des ponts qui se font, c'est ça? Tout à fait, bien sûr. À l'avenir, votre prochain ouvrage, un petit scoop, c'est quoi? On va tout savoir. Bon, alors, je suis en train d'essayer d'écrire une novella pour l'éditeur qui s'appelle Le Bélial, donc il me demande ça depuis très longtemps. Une novella, c'est un terme américain, ce sont des courts romans, en fait. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas si le nombre de signes, ça vous dit quelque chose, mais c'est entre 100 000, et ça peut commencer même à 70 000 signes et aller jusqu'à 200 000 signes. Oui, rapide. Alors qu'un roman qui commence à être un petit peu conséquent, il ne va pas commencer à moins de 300 000 signes. Oui. C'est ça, donc c'est court. Voilà, et puis je me suis fait débaucher pour, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent la série de policiers qui s'appelle Le Poulpe. Ouais. Voilà, et donc quand même. Jean-Christophe Lopez, qui a été le fondateur de la maison d'édition Six Pieds Sous Terre, a eu l'idée avec un auteur de noir qui s'appelle Sergueï Dounovets de faire une fille du poulpe. Et donc... Une fille du poulpe, le poulpe étant toujours là, mais donc le récit va être du point de vue de sa fille. Et donc, ils ont débauché un certain nombre d'auteurs, dont moi. Voilà, vous êtes parti pour le fils, la fille, la nièce. Non, la nièce, je ne sais pas. Il pourrait avoir une nièce, cette fille, bien sûr. Mais voilà, bon, c'est un petit peu un défi, mais c'est amusant. C'est amusant de relever les défis. Bien sûr, c'est important de se renouveler sur autre chose, se tenter autre chose. Alors, le prix de l'imaginaire, pour vous, ça a apporté quoi personnellement? Alors, le Grand Prix de l'imaginaire, donc moi je l'ai eu il y a bien longtemps maintenant, puisque à partir du moment où on devient juré du prix, on n'est plus éligible. Bien sûr. Et je suis quand même juré du prix depuis 2001. Combien vous recevez d'ouvrages? Ah là là, mon Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez tout ce qui peut être publié en imaginaire. C'est énorme. Et en plus, on a 10 catégories. On a des catégories, on a le roman français étranger, on a la nouvelle française étrangère,
on a le roman jeunesse, français, étranger, on a un prix de la traduction, on a un prix de l'essai, on a un prix du graphisme. Donc, c'est vraiment devenu un Le prix prix spécial, extrêmement c'est un important. prix extrêmement important. C'est le prix le plus ancien. Le plus On a fêté le important, cinquantenaire, 50 donc ans. c'est pas rien, 50 ans. Et donc, il avait été fondé en 1974. Et donc, c'est le prix le plus important qu'on puisse décerner dans l'imaginaire aujourd'hui. Il est très prescripteur comme prix. C'est-à-dire les éditeurs sont toujours, les auteurs aussi, ils sont à l'affût. très contents de pouvoir mettre le bandeau prix sur le livre parce que effectivement, alors ça permet beaucoup de ventes. Est-ce qu'il va s'installer à Montpellier de façon pérenne, Tout à fait. semble-t-il? J'ai entendu des bruits de couloir. Non, bah, tout à fait, tout à fait. On n'a pas quitté Étonnant Voyageur à Saint-Malo sans obtenir qu'effectivement. Mais en plus, ils sont tellement contents que le prix soit arrivé ici et ça a tellement bien marché que franchement, ça a donné du corps à la Comédie du Livre oui, aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Les libraires, je sais pas, c'est Marion, hein, c'est ça. Marion, là, vous pourrait sans doute en témoigner, mais les libraires étaient extrêmement contents parce qu'ils ont vu une affluence qu'ils n'avaient pas mesurée jusque-là, et notamment l'arrivée de jeunes sur la Comédie. Non seulement les lecteurs habituels sont venus acheter des livres, et par curiosité aussi de l'imaginaire, mais en plus, il y a un nouveau lectorat qui est arrivé sur la Comédie. C'est ça. Voilà. Vous avez senti un afflux, là, Oui. après le prix de l'imaginaire, carrément? Oui, clairement. Ça a été un week-end avec une grosse affluence. On a vu vraiment beaucoup de monde dans les allées. Et vraiment, et des gens qui étaient ravis de voir l'imaginaire arriver. Parce que c'est vrai qu'on est une région dans le sud où on est loin de tout ce qui se fait en imaginaire, en festival. Il y en a d'autres qui sont, mais plutôt dans le nord, plutôt dans l'ouest. Et c'est vrai que dans le sud, on avait vraiment, entre guillemets, rien d'aussi important. Ouais. Et l'arrivée du GPI a été un vrai coup de boost pour ces littératures-là ici. Et on a remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui étaient très demandeuses et qui étaient ravies de les voir débarquer à Montpellier. Donc, c'est magnifique pour le prix, c'est magnifique pour les auteurs et pour le public aussi qui est orienté vers des ouvrages d'excellence là-dessus. Alors, Olivier Martinelli, vous avez écrit plutôt des romans, donc tout d'un coup, vous arrivez vers la fantaisie. Donc, comment vous êtes arrivé là? C'est un petit peu grâce ou à cause de mon fils, parce Oui. qu'il ne lisait que de la fantaisie, et moi j'avais publié une dizaine de romans, il n'en avait lu aucun. Et donc ça commençait à me porter un petit peu sur le moral. Et donc, un jour où je m'énervais, il m'a dit « Mais si tu veux que je te lise, tu n'as qu'à écrire une saga de fantasy. » Et à ce moment-là, il partait en voyage. Et en partant, il m'a dit il partait une semaine ou 10 jours. Et quand je reviens, je veux que tu aies écrit le premier chapitre. Voilà. Et après, comment ça naît? Ça naît d'une phrase tout d'un coup. Et puis, il y a un univers qui surgit à partir de cette phrase-là. Voilà. Bien sûr. Et puis petit à petit, il a même été mon assistant parce qu'il lisait le manuscrit au fur et à mesure. Et de temps en temps, il venait me voir et me disait « Papa, là, ça va pas être bien, ce nom-là, il existe déjà dans Game of Thrones, change. » Ah oui, il avait la culture derrière. Cette créature, elle ressemble un peu à celle-là, change. Donc voilà, il a été un petit peu mon conseiller tout au long. C'est intéressant d'avoir son fils comme coach. Ah, bien sûr, oui, ça a été mon premier lecteur. Et ce qui m'a rassuré, c'est qu'il était plutôt enthousiaste. Alors, le livre des purs, dites-nous un mot un petit peu comment l'intrigue en 2 mots, bien sûr. En 2 mots, vous avez deux peuples qui s'affrontent depuis la nuit des temps pour la possession d'un livre religieux qui s'appelle le livre des purs. Et au début, il n'y a rien de changé là-dessus. C'est ça, mais quand on parlait tout à l'heure j'aime pas trop les livres à message entre guillemets, mais si on veut lire un message à l'intérieur de ce livre, on peut voir que c'est un message contre l'obscurantisme et les excès quelquefois de la religion. Mais donc pour en revenir à l'histoire, ces 2 peuples s'affrontent pour la possession de ce livre, mais au début de l'histoire, personne ne sait où il se trouve. Il a été dissimulé aux yeux du monde, et donc le peuple le plus agressif envahit 3 îles occupées par un peuple un peu plus paisible qui s'appelle les Krolls pour retrouver ce livre. Donc, c'est là il y a un chef de clan qui s'appelle le Grand Khal
qui va prendre les choses en main. Qui se révèle. En fait, il était en sommeil. Mais voilà, c'était un petit père tranquille. Il avait entraîné, depuis tout jeune, il avait entraîné tous ses enfants au maniement des armes. Eux ne comprenaient pas pourquoi, mais lui savait très bien que leurs ennemis viendraient un jour rechercher ce livre. Et on va savoir à la fin de la saga ce que contiennent les pages de ce livre et où il se trouve. Voilà. Et les héros du livre, c'est le grand calme, et c'est surtout ces 3 enfants. Donc on ne commence pas le livre par la fin. Surtout pas. Il paraît qu'il n'y a pas de règle, mais s'il vous plaît, non. Tout à l'heure, je voulais rebondir à propos de la liberté que ça procurait. Même au niveau de l'écriture, je l'ai senti, parce que dans mes romans noirs ou mes romans qui sont plutôt à classer dans la littérature blanche, il y a pas mal de choses que je m'interdis. Par exemple, j'ai écrit beaucoup de romans qui racontent des histoires d'adolescents. Donc, je m'interdisais d'employer le passé simple, par exemple. Parce qu'un adolescent qui va employer le passé simple, ça vous sort immédiatement de l'histoire. Ce n'est pas possible. Ouais. Et par contre, là, comme c'est sous la forme d'un conte, je peux tout me permettre. Bien sûr. Et donc, une liberté d'écriture. C'est ça. Et ça m'a donné envie d'y revenir. Intéressant. Donc, une belle aventure pour vous. Une très belle aventure. Et le livre a un bon accueil ? Très, très bon accueil, puisque c'est la première fois que j'ai en poche, il va sortir en poche. Donc c'est plutôt bon signe. Très très bonne nouvelle, grande nouvelle. Sorti, en plus, c'est très qualitatif, très bien. Voilà. Donc vous êtes content? Très content. Et si je fais un petit peu ma promo, en septembre, il y a le livre des cendres qui va sortir, qui reprend quelques survivants, parce que ils n'ont pas tous survécu à l'aventure. Quelques survivants de la première saga. Il va leur arriver d'autres événements. Et cette fois-ci, je me suis glissé pour la première fois dans la peau d'une femme, d'une héroïne. Ça doit être un exercice. C'est la fille du grand Khal, Zila, qui va raconter la suite de l'histoire. En septembre ? En septembre. En septembre. Donc, on vous souhaite beaucoup de succès pour le deuxième aussi, parce que vous allez fidéliser. Je me le souhaite aussi. Oui. Ça fidélise les lecteurs. Alors, quand on passe comme ça d'une écriture à l'autre, vous disiez vous avez plus de liberté. Il faut faire un blanc, il faut se dire, allez, on change complètement de style. Comment ça se passe pour passer à des styles tellement différents ? Je crois qu'on n'a pas tellement à se poser la question. C'est l'histoire qui va imposer l'écriture, en quelque sorte. Moi, quand j'écris mes histoires d'adolescents, il va y avoir un langage un peu plus parlé, avec des tics de langage qui peuvent venir des adolescents. Bon, je suis prof en collège, donc c'est des tics de langage que j'ai intégrés. Et par contre, quand on se met à écrire un conte, parce que finalement, que ce soit de la fantaisie ou autre chose, c'est des contes. Bien sûr. Et ben là, le sujet se prête à un style d'écriture peut-être, on va dire peut-être plus littéraire, ou en tout cas avec plus de souffle. Voilà, plus de souffle épique. C'est moins contenu. Voilà, exactement. C'est moins contenu. Vous confirmez, Joël ? Complètement. Moi, je n'ai pas écrit que de la science-fiction. J'ai écrit également des romans historiques, thrillers, romans contemporains. Et je ne me suis jamais posé la question d'écrire différemment dans mes livres. Jamais je me suis posé cette question. Jamais. Ce qui va différencier mes livres, c'est l'histoire. C'est le contenu. Le contenu. Tout à fait. D'accord. Sinon, pour moi, écrire sur le futur, être une sorte de biographe du futur ou une biographe du passé, c'est toujours une façon d'interroger le monde dans lequel on vit. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, il n'y a pas de différence, en fait. La documentation, je vais aller la chercher pour écrire un roman de science-fiction et pour le fonder. Et comme je vais chercher ma documentation de façon à ne pas raconter du tout de bêtises dans un roman historique par rapport à des choses qui existent. Puisque... Vous avez eu un prix aussi, prix du Festival des Utopiales en 21. Pour l'ensemble de votre œuvre, ça change quelque chose, c'est important. Oui, ça donne un coup de vieux. J'en ai eu 3 comme ça. Ça fait palme d'or pour l'ensemble de la... J'ai eu le prix Cyrano, j'ai eu le prix extraordinaire des Utopiales. Vous avez énormément de prix, souvent. Et puis, j'ai également eu un prix à Yardal qui m'a fait énormément plaisir. Mais c'est pareil, ce sont des prix pour votre carrière. Un petit peu. Pour l'œuvre, voilà, pas sur un ouvrage. Non, ce n'est pas sur un livre. Voilà. Mais donc, ça fait plaisir, je suppose. Bien sûr. Je ne crache pas sur les prix. Moi. Ça assoit auprès des lecteurs.
Non, ce sont des prix qui sont donnés par les professionnels. Là. Oui, je sais, mais ils sont annoncés quand même. Ah oui, bien sûr. Alors, est-ce que les lecteurs demandent les prix, là, Oui, ça Marion? arrive. Surtout des prix aussi prescripteurs que le Grand Prix de l'Imaginaire, ça fait partie des plus connus et des plus demandés. C'est vraiment quelque chose qui amène les gens en librairie. Donc, ils sont rassurés sur la qualité de l'ouvrage. Oui. Bah, en général, c'est comme pour tous les prix, c'est comme le Goncourt. Les gens vont acheter le Goncourt parce qu'il a le Goncourt. Bon, à des degrés différents, hein, évidemment. Oui. Mais il y a quelque chose qui rassure dans le prix littéraire de savoir que celui-là, il a été, entre guillemets, validé et qu'on peut faire confiance. Alain Damasio a eu le Grand Prix de l'Imaginaire pour son premier roman qu'il a fait connaître, La Horde du Contrevent. Oui. Et il a eu pour son dernier roman, Les Furtifs, il a eu de nouveau le Grand Prix de oui. l'Imaginaire. Et lui, il est vendu à plus de 100 000 exemplaires, 150 000, je crois, en grand format déjà, sans parler des poches. Donc, Oui. mais Alors, bon, c'est exceptionnel. Hein. Malheureusement, ce ne sont pas tous les auteurs d'imaginaire qui bénéficient de ce genre de tirage, de ce genre de vente. On voit que ça arrive quand même avec la qualité Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on parlait du côté prescripteur d'avoir le bandeau. Un auteur comme Jérôme Leroy, qui est un auteur qui est vraiment connu déjà, oui. des lecteurs, quand il a publié son roman, on lui a donné le Grand Prix de l'Imaginaire en 2022, oui, je crois que c'est 2022, Vivonne, donc, qui était un livre qui était paru à la Table Ronde, donc hors collection. Et donc, il a eu le Grand Prix de l'Imaginaire et son livre ne marchait pas du tout, ça vivotait complètement. Et le fait d'avoir que l'éditeur ait pu mettre ce bandeau Grand Prix de l'Imaginaire... C'est reparti. C'est parti en flèche. Le livre a complètement décollé et moi, je l'avais vu peu de temps après, je ne le connaissais pas encore, mais il avait dit « Vous avez sauvé mon livre ». Vraiment, c'est exactement ça. Alors, avec l'empilement ensuite, de retrouver un éditeur facilement, etc. Oui, mais lui, il n'avait pas de problème, il avait déjà des éditeurs. Donc, vous publiez au Diable Vauvert en général? Non, j'ai publié, mes dernières publications sont au Diable Vauvert, mais bon, j'ai publié chez Gallimard, au Seuil, chez Grasset. Enfin. Est-ce que, et pour vous, c'est facile, ça a été facile, l'édition? Alors, un éditeur au tout début, ça a été le parcours du combattant. Ça, je sais que c'est très compliqué. Parce que c'est vrai que quand on connaît personne dans le milieu, c'est pas facile. Mon tout premier roman, il y en a 2 qui dorment dans les tiroirs, heureusement pour tout le monde. Mais le premier que j'ai présenté au monde, il a eu 50 refus de maison d'édition et pourtant je continuais d'y croire. Et finalement, quand il a été édité par 13e Note, qui était une maison d'édition qui est restée culte parce qu'elle ne publiait que des Américains, donc je suis le seul Français. Et j'ai eu le prix des lecteurs de Deauville devant Lydie Salver, qui quelques années après a eu le Goncourt. D'accord. Ça veut dire que j'ai le niveau Goncourt. Il faut le dire. Qu'on se le dise, le prochain, c'est Goncourt. C'est ça. D'accord, il faudra... À propos des prix, une petite anecdote rigolote. À la Comédie du Livre, j'ai une petite novella qui s'appelle L'ombre des années sereines. Et j'avais oublié que l'éditeur m'avait envoyé... J'avais eu un prix qui est totalement inconnu, qui s'appelle le prix de la ZEC, Z-E-C. Ah oui, alors j'ai vu ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Zone d'embarquement critique. C'est un prix décerné à Saint-Nazaire que personne ne connaît. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que j'avais ces petits bandeaux prix de la ZEC. Donc, j'avais oublié le vendredi et le samedi. Je les ai mis le dimanche. Et j'en ai vendu 4 dans la foulée. Carrément. Oui. Dès que j'ai mis le bandeau, hop, ils sont partis. Avec un titre quand même, L'ombre des années sereines. J'avais 4 bandeaux, donc j'en ai vendu. Les autres ne se sont pas vendus. Bon, alors je dis à Sorams, la prochaine fois, une photocopieuse couleur sur les stands pour refaire des bandeaux. Donc, comme quoi, ça compte d'avoir cette imprimature quand même. Hein. Je pourrais même vous raconter d'autres. Au tout début, j'avais publié un roman avec une petite maison d'édition associative, qui était une maison d'édition de 7. Et j'étais venu démarcher la FNAC, Sorams, etc. Et à la FNAC, il était au fin fond des rayons. Et il y avait un tourniquet avec Houellebecq et Amélie Nothomb. Le temps de rester dans la FNAC, j'en ai déposé 3 sur le tourniquet. Et je guettais de loin. Et les 3 sont partis en une demi-heure. Bon voisinage. Oui, c'est toujours bien d'avoir un bon voisinage. Je ne l'ai pas refait parce que les libraires après m'auraient détesté, je pense. Bon, on ne le répétera pas, hein, non, quand même. On ne dira rien. Vous avez vu, j'ai dit que je l'avais fait à la FNAC et pas à Sorams. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même une grosse importance de
la position où nous nous trouvons dans les librairies. Ouais, c'est clair Évidemment. que si on est sur le tourniquet, on a beaucoup plus de chances de vendre notre C'est livre vrai. que s'il est dans les fins fonds des rayons. Vous confirmez, Marion? Oui, parfois c'est assez frustrant d'avoir un texte, un roman auquel on croit, qu'on veut porter, et parce qu'il est dans la section imaginaire du magasin, les gens ne veulent pas y venir. Incroyable. Il y en a certains, alors que, comme on disait tout à l'heure, il y a des littératures il y a des romans qui peuvent vraiment faire le pont. Je pense notamment au Grand Prix, prix spécial du jury de cette année, ouais. La Tour de Garde de Claire Duvivier et Guillaume Chiamanadjan. Claire Duvivier qui avait écrit Un long voyage aussi, et qui sont des livres qui pourraient se vendre dans un rayon ou dans l'autre, en blanche comme en fantastique, en fantaisie, imaginaire, etc. Mais comme ils sont classés en fantaisie, les gens ont plus de mal à y aller. Donc il faut que nous, en tant que libraires, on trouve des moyens de faire sortir les livres des rayons, Vous de faites les mettre en une avant. rotation, j'espère. Bien sûr, Vous faites une rotation. on fait des Est-ce que rotations. les auteurs, alors on va tout savoir, là, les auteurs passent vous dire, allez, mettez-moi un peu sur les tourniquets, non? Certains, mais sinon la plupart du temps, ils sont juste vraiment contents de voir que leurs livres se trouvent en librairie. Ils nous demandent de les prendre en photo avec, pour le petit souvenir. Je pense qu'il y a quelque chose que, surtout quand on est auteur débutant, et même après, de voir que, parce qu'en librairie, notamment en librairie indépendante, c'est vraiment le choix du libraire. Oui. On nous présente toutes les nouveautés à sortir, et on choisit vraiment tous les livres qu'on a en magasin. Et le fait pour les auteurs de voir que le libraire a choisi d'avoir ce livre dans le magasin et de le présenter à ses clients, ça fait toujours quelque chose. Avec le conseil, le goût, enfin, on communique le goût qu'on a eu pour un ouvrage, hein, quand même. Alors, je voudrais demander à Olivier et à Joël si être publié chez tel ou tel éditeur, ça pèse autant dans l'imaginaire. Parce qu'on connaît certaines maisons d'édition qui sont devenues des genres de labels sur certains sujets. D'accord? Là, c'est moins fléché. Moi qui ai publié Partout? Voilà. Oui, chez beaucoup d'éditeurs différents. Quand j'ai publié chez Gallimard, par exemple, j'ai pas eu de chance, cela dit, parce que mon attaché de presse avait un chagrin d'amour, donc le livre est parti chez les franchement, au moment journalistes de Gallimard, ça se fait 15 pas, jours ça. après sa sortie, donc bon, voilà, c'est ça. Mais voilà, j'ai pas eu le sentiment d'être spécialement mieux accompagnée que chez mes autres éditeurs. Oui. Non, moi j'ai eu la chance, jeune autrice, puisque bon, je suis maintenant une vieille autrice, puisque mon premier roman a été publié en 1980. Et donc, il est toujours là, il est à sa 6e réédition, il vient d'être réédité dans les poches du Diable Vauvert. Et donc, moi, j'ai eu la chance au départ d'être, dès mon 2e roman, d'être publié chez J'ai lu. Ouais. Et donc, en inédit chez J'ai lu. Et figurez-vous qu'à l'époque, on avait des tirages de 30 000 exemplaires, et non seulement on vendait ces 30 000 exemplaires, mais il y avait retirage, c'est-à-dire on arrivait à 45 000, 50 000 exemplaires. Maintenant, quand un poche est tiré à 5 000 exemplaires, les auteurs sont contents. Donc la situation de l'édition a complètement changé. Les éditeurs publient beaucoup plus de livres. Ils font des tirages beaucoup plus petits. Donc les auteurs ne deviennent pas visibles, évidemment, puisque on ne peut pas impacter toutes les librairies si on est tiré à 5 000 exemplaires. Et encore 5 000 exemplaires, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Un jeune auteur qui débute, s'il est tiré à 1000 exemplaires, déjà, il est content. Donc moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai publié à un moment où les auteurs avaient vraiment la possibilité de vivre de leur plume. Moi, j'ai vécu de ma plume pendant des années. Et j'ai vu la situation se dégrader complètement à partir de la fin des années 90, début des années 2000. Alors, c'est parce que les gens lisent moins? Est-ce que c'est parce qu'il y a une sollicitation en édition électronique? C'est parce que malheureusement, on dit que un Français sur 3 rêve de publier un livre.
Donc, oui. ça vous donne une idée de ce qui Du peut nombre d'ouvrages qui peuvent du sortir. nombre d'ouvrages qui Oui, peuvent. mais si c'est la vie de tante Charlotte mal écrite, Bah, voilà, c'est quand même voilà, pas... mais avec l'auto-édition, maintenant, aujourd'hui, vraiment, on peut réussir à publier. Il y a une image Alors, très parlante oui, où on voit Olivier. un dessin où on voit deux personnages devant une montagne de livres. Et il y en a un qui s'adresse à l'autre en disant « Les gens ne lisent plus aujourd'hui, ils écrivent. » Ils montrent la montagne de livres. Mais Il y a te plus rejoins. d'écrivains que de lecteurs, quoi, Oui, c'est quasiment. vrai. C'est ça? Oui, oui, j'ai Alors, l'impression. pour vous aussi, c'est les éditeurs, vous avez changé un peu d'éditeur. Alors, c'est vrai que ton expérience chez Gallimard, moi, je l'ai vécu chez Robert Laffont. Oui. Où, Chez Robert contre, Laffont, c'était pareil, hein, moi. alors, on a été très bien. J'étais Bien très bien exposé achalandé, sur ouais. toutes les tables, ça c'est vrai. Par contre, à propos des attachés de presse, moi, elles n'avaient pas un chagrin d'amour. J'avais 2 attachés de presse qui m'ont répondu pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, Silence radio. silence radio. C'est parti ou c'est trop tard? Non, j'ai demandé à mon éditrice ce qui se passait. Elle me dit « Ne t'inquiète pas, c'est le Marc Lévy qui vient de sortir. » Ah oui, d'accord. Et donc, Ouais, ça, Marc c'est Lévy sortait, il y avait toutes les c'est attachés fini. de presse. Ouais, dessus. Voilà. Voilà. Donc, quelquefois, on est mieux servi par Un une petit petite éditeur. maison ou une Ouais. moyenne maison, mais qui est ambitieuse et dont l'éditeur va faire du bon travail. Par exemple, l'éditeur des éditions Léa, Ouais. moi, j'adore parce qu'ils s'investissent à fond. Il y va. Oui, ils ont plein d'idées, ils sont très énergiques. Ouais. Et je suis content de débuter. Moi, je débute dans la fantasy avec une maison d'édition qui débute aussi, puisqu'elle n'a que quelques années. Donc, Et, vous êtes j'ai mené envie de vous êtes dans le grandir même avec eux. bateau avec C'est ça. la Mhm. nécessité de se faire connaître dans ce secteur-là. Voilà. oui. Voilà. Donc, c'est important. Mm. Ce lien à l'éditeur, il est important. Et ce que j'apprécie depuis quelques temps, c'est que j'ai 2 éditeurs, un en littérature blanche Oui. et noire, on va dire, et un en fantasy, qui comptent sur moi et qui ont publié plusieurs de mes livres. Parce que pendant des années, je publiais un ouvrage avec un éditeur, et donc soit la maison d'édition se cassait la figure, soit par exemple Robert Laffont, j'avais pas des ventes suffisantes pour qu'il publie mon suivant, mon prochain. Bon, ouais. Et On va voilà, faire donc une là, thèse. je suis très, très heureux de Donc, ma ça y est, situation c'est actuelle. stabilisé. C'est ça. Voilà, c'est bien. On va faire une thèse sur le facteur chance dans l'édition et le fait de se Oui, faire on pourrait. connaître pour un auteur. Alors, je voudrais savoir s'il y a quelques questions dans la salle. Alors, vous attendez le micro, je vous prie. Ouf. Est-ce que vous vous êtes déjà senti voyager en écrivant? C'est-à-dire, en écrivant, vous êtes perdu et au moment où vous vous êtes rendu compte que vous partez peut-être un peu trop loin dans l'histoire. Alors, Ben, Joël Maître-Bert. oui, mais se perdre dans son histoire, ça c'est clair, malheureusement, mais c'est le sort des auteurs et des autrices, je pense, en général. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on écrit de la science-fiction ou de la fantasy qu'on va pas se retrouver tout d'un coup à dire où est-ce que je suis partie là? Où est-ce qu'ils m'emmènent mes personnages? Et est-ce que c'est une bonne idée? Et voilà, et donc et de remettre en question finalement ce qu'on était en train de faire et éventuellement se bloquer. Voilà, parce que le blocage, ça existe. Bon, Je l'essentiel, ne sais pas si Olivier l'a déjà. Olivier, l'essentiel, déjà c'est de vécu, revenir, mais je voilà, ne dirais pas ouais. sur Terre, mais dans le roman, dans Non, mais l'ouvrage. alors moi, j'ai une façon l'histoire. de travailler un peu spéciale, c'est-à-dire que quand je me lance dans un roman, j'ai toujours ma fin en tête, même si elle va arriver Ah oui, dans d'accord. 600 pages. Et donc, je peux avoir une certaine liberté à l'intérieur de Vous l'histoire. avez le début, la fin, Oui, et j'ai après, toujours- vous brodez entre les deux. Oui, en fait, je vais vous dire un secret. Pourquoi j'écris? En fait, c'est pour toucher les gens. J'ai été tellement touché, moi, par des lectures, Oui. que j'ai l'impression d'avoir une sorte d'ardoise, une dette à rembourser. Et donc, chaque fois que je construis un roman, je me dis, bon, j'ai envie d'amener l'émotion à ce moment-là, à la fin de l'histoire. Et donc, j'ai toujours mon premier chapitre et mon dernier chapitre. Après, par contre, je peux effectivement prendre des chemins de traverse et quelquefois me perdre un petit peu avant de revenir Bien et sûr. de retrouver le fil. Par contre, l'angoisse de la page blanche, pour l'instant, je ne l'ai pas, mais je ne peux pas me le permettre. Léna. Oui, mais en fait, comme j'ai un travail à côté, que je cours toujours après le temps, peut-être que si j'avais pas ce travail à côté, peut-être que je connaîtrais cette angoisse-là où tout d'un coup, ce côté un peu sec. Mais là, je ne l'ai pas. Il m'arrive d'écrire même pendant les contrôles de mes élèves. J'ai cru que vous alliez Voilà. dire pendant les cours, j'ai eu peur. Presque, presque. Alors, qu'est-ce qui vous inspire globalement? Ce que vous observez, ce que vous avez Alors, en il peut y tête? avoir. Moi, j'ai écrit beaucoup de livres qu'on pourrait classer dans l'autofiction. Même Ouais. celui qui est sorti le 14 mars, là, qui s'appelle La vie dévorée, c'est carrément Bio- autobiographique. ouais.
Et après, qu'est-ce qui nous inspire? Mais ça peut être... moi, j'ai un vivier énorme de nouvelles, parce qu'au tout début, je participais à des concours de nouvelles. Comme je n'arrivais pas à me faire publier, je me disais que j'allais rentrer en contact avec des éditeurs ou le milieu de l'édition comme ça. Et donc, j'ai un vivier énorme de nouvelles. Par exemple, j'ai une nouvelle sur un petit fan de Nirvana qui s'appelle Alvin. Et cette nouvelle, je l'ai transformée en roman ces derniers mois. Voilà, parce que c'est un personnage tout d'un coup qui continue d'exister dans ma tête, qui me travaille. Et je me dis, bon, j'ai envie de lui prolonger cette histoire-là, ou lui raconter d'autres aventures. Il y a une autre question dans le public? Non. Et donc, pas de questions, mademoiselle? Non? Ok. Qu'est-ce qui vous inspire, Joël? Notre inspiration, elle ne part pas de rien, évidemment. On n'invente pas quelque chose qui n'existerait pas du tout. Donc, notre imagination, elle se nourrit de tout ce qu'on a pu lire, de ce qu'on a pu voir, des voyages qu'on a pu faire, des films qu'on a vus, des concerts auxquels on a assisté, etc. etc. Donc, à un moment, il va y avoir un déclic. Et si je compare par rapport à ce que disait Olivier, donc qui dit qu'il a un début, il a une fin. Bon, moi, c'est le seul livre pour lequel j'avais un début et une fin, parce qu'on m'avait demandé un synopsis, c'est un livre que j'avais fait pour Flammarion dans la collection Quark Noir. C'était La science kidnappe le polar. Ah ouais, c'est sympa. C'était joli, très joli. Ouais. Et donc, voilà. Donc là, j'avais vraiment un synopsis extrêmement détaillé. Il faisait 17 pages. Ça m'était jamais arrivé. Et sinon, mes livres, j'ai pu les écrire d'une façon très construite, donc avec des enchâssements. Par exemple, un personnage amène un autre personnage, qui en amène un autre, qui en amène un autre. Ça, c'était mon roman qui s'appelle Chromoville. Et en revanche, d'autres où je suis partie complètement au fil de la plume, et donc les idées se nourrissant d'elles-mêmes au fur et à mesure de l'écriture. C'est plus jouissif comme ça, d'ailleurs. C'est toujours Je crois que c'est Jacques Laurent. Je suis même sûre que Jacques Laurent disait si je savais avant d'écrire qu'est-ce que je vais dire dans 10 pages, je ne commencerai pas à écrire. Bon, cela dit, quand il signait Cécile Saint-Laurent, je pense qu'il savait à peu près ce qu'il allait écrire avec les Caroline Chéry. C'est vrai que c'est toujours un peu magique de voir comment un ouvrage se construit et comment vous arrivez, vous, auteurs, à créer ces histoires, ces univers et ces personnages qui nous emmènent avec eux, quand même. Oui, puis c'est vrai qu'il y a l'influence, par exemple, tu parlais de l'influence des films. Moi, je dissimule à l'intérieur de mon livre de fantasy, quelquefois, il peut y avoir une scène de voyage au bout de l'enfer. Oui. Voilà, mais que personne ne va reconnaître, même mon éditeur. Il faut que je lui dise, bon, mais là, c'était... il y avait pourtant une référence claire, mais personne ne l'a vue. Oui, effectivement. Donc, c'est tout à fait intéressant. On voit que c'est très ludique, malgré tout. On a une impression de petits clins d'œil, de choses un peu ludiques, de surprises. Oui, à la fois, c'est une littérature complètement ludique, et à la fois, pour moi, c'est une écriture de résistance. C'est-à-dire que c'est vraiment une façon de dire, dans mes livres, tout ce qui me révolte. Donc, et là, on parlait de pédagogie tout à l'heure, avant que ça commence, et c'est vrai que j'ai écrit des romans pour la jeunesse. Et il y a bien longtemps maintenant, pendant quelques années, et j'avais cette idée qu'il fallait que je montre des filles puissantes. C'était extrêmement important. Donc j'avais cette idée. Option militante. Voilà, mais c'était presque du militantisme. Alors évidemment, le plaisir d'écrire, le côté ludique justement passe avant. Mais en fait, je pense que moi, en tout cas, j'avais cette idée que tout auteur est un passeur, et que c'est un passeur d'idées, et qu'on ne va pas écrire des tracts ni des essais. Bien sûr. Voilà. Mais en revanche, on peut transmettre beaucoup de choses par le biais de l'écriture. Passeur d'idées, passeur aussi d'univers, passeur de possibles, un peu de rêves. Donc, je voudrais vous remercier, Joël Wintreberg. Vous êtes auteur. Oui. Berre. Berre, je me suis arrêtée à Berre.
Et Olivier Martinelli, également auteur avec des romans et de la fantaisie quand même. Oui. Et puis merci aussi à Marion Guénaud qui est venue nous donner un petit peu pour Sorams le lien au lecteur et les recherches des lecteurs. On voit bien que c'est un genre littéraire, l'imaginaire qui va croissant et que c'est de plus en plus finalement présent, apprécié, avec peut-être un point avec le cinéma. Ça doit vous parler, ça, parce que vous avez fait une formation de cinéma, si je ne me trompe. Je vous remercie tous les trois, d'abord pour cet échange. Merci au public du Gazette Café. Merci aux Gazettes de nous accueillir et à bientôt sur un prochain café avec Radio Aviva. On a des cafés santé, des cafés littéraires, café société, environnement ou café psy. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.